Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique. Dans l'actualité ce soir, le Gabon, la société civile dénonce des massacres perpétrés par les forces de sécurité. Elle demande une enquête internationale. Nos envoyés spéciaux à Libreville ont enquêté. La polémique en Afrique du Sud, l'opposition veut des précisions sur le remboursement de l'argent public versé pour la maison privée du président Zuma. Nous ferons le point avec Caroline Lemay au Cap. Et puis notre rendez-vous bimensuel avec la rédaction du Monde Afrique. On va se pencher ce soir sur le pillage du patrimoine culturel du continent. Koumba Khan est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Linda. Au Gabon, la société civile demande donc une enquête internationale sur la répression militaire qui a suivi, selon elle, les violences post-électorales. Le collectif Tournons la page fait état de massacres et de disparus encore nombreux. Je rappelle que le bilan officiel s'élève à 3 morts, un chiffre sans doute en dessous de la réalité. Nos envoyés spéciaux à Libreville ont enquêté. Reportage Simon Rodier, Vincent Fayolle. Ça s'est passé quand? Vendredi, après les émeutes, oui. À Libreville, les vidéos des événements circulent très peu. Les réseaux sociaux sont coupés. Ils ont tiré à balles réelles. Après, ils vont nier. Celle-ci montre un jeune mort dans un quartier. Quelques personnes ont tourné avec leur téléphone pour garder des preuves, disent-ils. Il était juste là. Et là, on était obligé de mettre la terre là pour cacher le sang. Selon eux, la garde républicaine, la GR, est impliquée. Ils voulaient reprendre le corps. C'est ensuite la famille est revenue, ils sont retournés. Et les membres de la famille ont soulevé le corps, on a amené chez lui. Ce jeune est mort un matin en plein jour. Ce récit, ils sont plusieurs à nous l'avoir raconté, à avoir vu. Et il faut plonger dans les ruelles pour trouver le témoin le plus proche. Il y a une voiture qui gare depuis là-haut. Certaines personnes sont descendues de cette voiture armées, commençant à fusiller de part et d'autre, rentrant dans les matitis, se mettant à la terrasse, des gens commençant à fusiller, sauf qu'il peut. Son neveu n'a pas pu s'échapper. Ils l'ont vu par l'arrière, en courant. Moi, je pense que quand on tire sur une cible en plein mouvement, il faut vraiment avoir de l'expérience pour que la balle puisse lui toucher en plein dans le nuque. Après les tirs, lui va remonter parce qu'il faut protéger le cadavre. Il tentait de nous faire fuir, nous tous, pour prendre le corps, mettre le corps dans la voiture et s'en aller. Moi, j'ai pris le corps. Il m'a fallu vraiment un courage parce que tout l'arrière était bousillé. Tout son crâne, il était foutu. La famille l'emmènera elle-même à la morgue, celle de Gabosep. Au moins 5 tués par balle ont été recensés ici. Mais comment et par qui? Très difficile de répondre. Surtout quand les informations ne sortent pas, comme dans l'autre grande morgue, à Kasebga. Depuis 12 jours, l'entrée est systématiquement refusée aux journalistes. Je voulais voir si on pouvait voir le registre, si vous aviez les chiffres. C'est immense. On ne peut pas, nous on n'est pas responsable de la société. On ne peut rien autoriser ici. Là, ici, c'est comme à Gabosep, vous avez beaucoup de corps? Non. Ça c'est varié ici. Seules quelques familles ont pu y pénétrer. Une femme cherchait son fils depuis 10 jours, depuis la fameuse nuit des émeutes. Quand elle a appris sa présence à Kasebga, elle a dû lutter pour l'identifier. Quand j'ai commencé à crier, c'est là où le directeur il a fait appel à ses brancardiers. On a tiré son corps. On est venu déposer ça dans le brancard. On lui a mis une balle ici. C'est sorti là. Et je ne sais pas ce qu'on lui a damé au milieu de la tête. Vraiment, tout ça là, il y avait le sang. Que s'est-il passé? Où est-il mort? Encore une fois, les récits se rejoignent. Cet ami est le dernier à l'avoir vu vivant, près du quartier général de l'opposant. Quand ils ont commencé à tirer, on essayait un peu de les se regrouper dans le QG. Ce sont des gars cagoulés qui sont venus vers les 1h, 2h, parce qu'ils sont arrivés en Mercedes noire, 2 Mercedes noirs, je me rappelle encore. On a 2 Mercedes noirs, ils sont arrivés, ils ont garé, je n'ai plus vu copain à ce niveau-là. Je l'ai plus vu. Il ne verra plus qu'un corps à la morgue. Et maintenant, il ne veut pas en rester là. J'étais crispé, ça m'a rendu encore plus fou dans la tête. Je ne vous cache pas ça. Quand ils vont dire que ce monsieur ne part pas, moi personnellement, on va prendre les engagements comme ça s'est passé la première fois. Parce que moi je n'ai pas compris que les gens vont mourir. Il n'y aurait pas de justice dans cette terre-là.
Dans ce quartier d'1 km² à Libreville, nous avons dénombré 3 morts lors des événements. Autant que le chiffre officiel du gouvernement dans tout le pays. Alors combien reste-t-il d'histoires comme celle-ci ? Au Zimbabwe, le bras de fer se durcit entre les partisans du régime Mugabe et l'opposition. La police a de nouveau annoncé aujourd'hui l'interdiction pour un mois des manifestations hostiles au président. Or, il y a une semaine, la haute cour du pays, elle avait levé cette interdiction de manifester. Une fronde populaire agite le pays depuis quelques mois. L'opposition avait prévu manifester samedi prochain dans tout le pays. En Zambie, le chef de l'État sortant entame son second mandat. Edgar Lungu a été officiellement investi aujourd'hui après sa réélection controversée il y a un mois. L'opposition l'accuse toujours d'avoir volé l'élection en organisant des fraudes. Nous avons du travail, a répliqué le président cet après-midi lors de son discours dans un stade bondé de Lusaka. Il a lancé un appel à l'unité nationale. En Afrique du Sud, l'opposition demande des explications à Jacob Zuma. La présidence hier annonçait que le chef de l'État avait finalement remboursé une partie de l'argent public utilisé pour sa résidence privée de Nkandla. L'affaire n'en finit plus de rebondir. Vous suivez ce dossier depuis le Cap, Caroline Dumais. Bonsoir. Alors une fois encore, Caroline, une fois encore, la séance au Parlement a été très mouvementée aujourd'hui. Absolument, une séance chaotique, et c'est pas la première fois, en fait, dès qu'on met Jacob Zuma, dès qu'on met l'opposition, et dès qu'on parle de Nkandla, sa résidence privée, eh bien ça tourne au pugilat. Et alors le chef de l'État aujourd'hui quand même a été insulté, il a été traité de criminel, l'opposition l'a qualifié de répugnant, et ce soir, eh bien, il est choqué, il déclare que le Parlement le traite mal. Alors il est d'autant plus choqué, je crois que le président Zuma pensait qu'il allait tourner la page en payant ce que la Cour constitutionnelle lui a demandé de payer, c'est-à-dire 500 000 €, et qu'on ne reparlerait plus jamais de cette affaire de corruption dans sa résidence privée. Mais évidemment, l'opposition ne l'entend pas de cette oreille. D'abord, elle lui demande où il a trouvé l'argent, pourquoi il a fait un emprunt, est-ce qu'il a payé ses impôts, etc. En fait, pour l'opposition, vous savez, à partir du moment où il a payé, eh bien, il admet sa culpabilité. Et donc la saga continue, Linda. Oui, on a l'impression, Caroline, que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, Jacob Zuma ne cessera pas de recevoir des coups. Est-ce qu'il risque de devoir démissionner ? C'est ce que l'opposition veut, le pousser à bout pour le faire démissionner, mais je ne crois pas. S'il avait dû démissionner, bien il l'aurait fait avant les élections municipales. Il sait très bien qu'il est la pomme de discorde dans l'ANC. Il l'aurait fait après, ils ont quand même subi une cinglante défaite. Non, il n'a pas démissionné, alors il va sans doute aller jusqu'au bout de son mandat, et on doute quand même qu'il se représente à la fin de l'année prochaine à la tête de l'ANC, mais en tout cas, on ne le voit pas démissionner. Caroline Dumais, en direct avec nous depuis le Cap, en Afrique du Sud. Merci. On reste en Afrique du Sud où cela fait maintenant 6 jours que des mineurs illégaux sont bloqués au fond d'une mine d'or désaffectée de Johannesburg. Il s'agirait pour la plupart de Zama-Zama, c'est ainsi qu'on les appelle. Ils viennent de pays frontaliers, ils risquent leur vie pour quelques pépites d'or. Les secouristes sont en place depuis une semaine et selon les rares rescapés, plusieurs personnes seraient déjà mortes. Le récit de Frédéric Gersdorf. Un mineur est évacué, il est dans un état critique. La tension monte aux abords de l'entrée de la mine. La nuit tombée, les recherches sont interrompues. L'alerte a été donnée mercredi dernier. Des galeries creusées dans cette mine se sont effondrées. Des mineurs sont bloqués. Combien ? On ne sait pas exactement. Jeudi, une équipe de secours de 16 personnes est partie à leur recherche, mais seulement 8 sont revenus. On ne sait pas combien de personnes étaient bloquées initialement, donc on ne peut pas dire le nombre de mineurs qui sont piégés là-dessous. La situation est particulière car quand ces mineurs sortent, ils sont arrêtés. Ils ne pouvaient pas aller dans cette mine désaffectée, fermée depuis des années donc, plus entretenu. On a déjà dit aux gens de ne plus descendre. On a mis des panneaux rouges pour indiquer que c'est dangereux. Mais rien n'y fait. Les mineurs illégaux continuent au péril de leur vie à descendre en espérant revendre quelques pépites d'or au marché noir. Cette mine est un monument national en Afrique du Sud car elle a été le premier gisement découvert dans le pays, provoquant une véritable ruée vers l'or. C'était au 19e siècle.
Aujourd'hui, l'industrie minière est en plein déclin. 200 mines sont ainsi désaffectées, mais l'activité n'est pas interrompue. Des gangs se battent sous terre pour prendre le contrôle des tunnels. Les accidents sont très nombreux. C'est une bonne nouvelle. L'épidémie de fièvre jaune est sous contrôle en Angola et en RDC. L'Organisation mondiale de la santé l'a confirmé aujourd'hui. Le risque d'une épidémie majeure est terminé, annonce l'OMS, 9 mois après l'apparition des premiers cas. Durant cette période, je vous rappelle que la fièvre jaune a fait 137 morts. On écoute le porte-parole de l'OMS. La bonne nouvelle, c'est que les foyers sont à présent sous contrôle. Nous n'avons eu aucun nouveau cas en Angola depuis le 23 juin et depuis le 12 juillet en RD Congo. Jusqu'à présent, en Angola, plus de 15 millions de personnes ont été vaccinées, soit 65% de la population. Donc, nous pouvons dire que nous devons toujours protéger certaines zones, mais je pense que le risque d'épidémie majeure n'existe plus. Et on en vient à notre rendez-vous avec le Monde Afrique. Ça fait plaisir de vous revoir, Coupe Bankane. Alors, sujet délicat ce soir, le pillage des trésors du patrimoine culturel de l'Afrique. Presque la totalité se trouverait aujourd'hui en dehors du continent. Oui, Linda, c'est un chiffre révoltant. Au moins 90% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique se trouve hors du continent. Alors, ce sont des objets d'art qui ont été volés, pillés, ou en tout cas acquis dans des conditions discutables pendant la colonisation, et qui aujourd'hui s'entassent dans des galeries, dans des musées occidentaux, notamment dans le célèbre musée du Quai Branly à Paris, qui a été récemment rebaptisé musée Jacques Chirac, où l'on compte pas moins de 5556 objets béninois. Alors, de quoi parle-t-on précisément? Quels sont ces trésors volés ou pillés? Alors, on trouve des objets du quotidien, mais surtout des objets sacrés, rares, comme des trônes, des tentures, des autels portatifs, des statuettes, des masques. L'inventaire est interminable et ces objets sont au cœur d'une gigantesque spéculation entre collectionneurs d'art. Et ces dernières semaines, il y a un pays africain qui s'est levé, c'est le Bénin qui a décidé de réagir. Oui, et puis l'annonce est passée un petit peu inaperçue cet été, en plein été. Le 27 juillet dernier, le gouvernement béninois a donc officiellement demandé à la France la restitution de ces trésors pillés pendant la colonisation. C'est important parce que c'est le premier pays africain à avoir fait cette demande-là. Parmi ces objets que le Bénin espère récupérer, il y a par exemple les trésors du palais de Béhanzin, le roi d'Abomey qui, vaincu en 1804 après une farouche résistance à l'armée coloniale française, a vu son palais saccagé et pillé par des soldats français. Exemple, une statue royale mi-homme, mi-requin du roi Béhanzin qui se trouve donc au musée du Quai Branly à Paris. En Kumba, est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient suivre l'exemple du Bénin ? Alors on l'espère en tout cas, par exemple au Cameroun, le trône du roi des Bamoun, le sultan Djoya, est toujours dans un musée ou à Berlin, en Allemagne. Cet objet prestigieux a été spolié par les colons allemands. L'Allemagne refuse toujours de rendre ce trône et aujourd'hui les descendants de ce sultan se contentent d'une copie. Alors il n'y a pas seulement les États africains qui se battent, il y a également en France par exemple le Conseil représentatif des associations noires qui participent à la lutte. De quelle manière ? Alors oui, exactement. Le CRAN qui demande à la France la restitution, par exemple, de tous les trésors béninois. Son président, Louis-Georges Tin, a même cette comparaison qui est plutôt intéressante dans une tribune publiée sur notre site du Monde Afrique. Il dit « Vous imaginez si les Français devaient se rendre en Allemagne pour voir les reliques de Saint-Denis ou le sceptre de Charles V, la question est posée, mais pour le moment, la France ne répond toujours pas. Ce débat, ce n'est pas la première fois qu'il ressurgit dans l'actualité. Kumba, comment les musées français justifient leur refus de rendre les œuvres ? Alors, les musées français ou allemands, par exemple, ont pour principal argument qu'en Afrique, les musées ne sont pas aux normes de sécurité ou de conservation. Bon, c'est vrai que dans beaucoup de musées africains, notamment celui d'Abomey au Bénin, qui est pourtant un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, il est dans un état de délabrement. En quelques années, il y a au moins 300 œuvres qui ont disparu, des objets qui sont revendus sous le manteau.
Ça prouve aussi ce rapport de force inéquitable entre, encore une fois, la France et ses anciennes colonies, car ces objets, même s'ils sont dans des musées africains, quand ils ont besoin d'être restaurés, eh ben, ils sont transférés au musée du Quai Branly, par exemple, à Paris, qui dispose d'un savoir-faire indiscutable en la matière. En fait, c'est une question éminemment politique. Les États africains doivent faire du patrimoine culturel une véritable priorité, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pourtant, ces œuvres manquent à l'Afrique. Elles font partie de l'identité du continent. Mais ça commence à changer. Par exemple, le Sénégal va inaugurer en novembre son musée des civilisations noires, où les œuvres, on l'espère, pourront être conservées dans de bonnes conditions. Eh bien, vous pourrez retrouver une série d'articles sur cette question du patrimoine culturel africain sur le site du Monde Afrique. Merci, Kumba Khan. Merci, Linda. Une belle histoire pour terminer, presque un conte de fées. On va se rendre au Festival international du film de Toronto, au Canada, où a été présentée ce week-end la première mondiale de Queen of Kwate. Il raconte l'histoire, ce film, d'une jeune Ougandaise venue des bidonvilles et qui est devenue championne internationale d'échecs. Une histoire vraie, produite par les studios Disney. Maud Robot. Fiona Mutesi n'a que 23 ans. Elle n'est pas actrice et pourtant elle a toute sa place sur le tapis rouge du Festival du film de Toronto. Car c'est l'histoire de sa vie qui est présentée sur grand écran, de Katwe, quartier déshérité de Kampala, aux championnats internationaux d'échecs. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait un film sur ma vie. Je ne peux pas y croire quand je me vois. Je suis juste une personne qui vient de nulle part et maintenant j'en suis là. Je ne peux pas y croire. Fiona Mutesi découvre les échecs en 2005. En cherchant à manger dans les rues de son quartier, elle tombe sur un tournoi. Très vite, elle apprend à jouer. Elle ne s'arrêtera jamais. La jeune prodige surpasse rapidement tous ses adversaires jusqu'à devenir la première femme championne d'échecs en Ouganda. L'histoire de Fiona a tout de suite inspiré Mira Nair, réalisatrice indienne qui connaît bien Kampala, où elle vit depuis près de 30 ans. J'ai pensé que je pourrais utiliser l'histoire pour faire découvrir les lieux que j'aime, la musique, montrer mon pays de l'intérieur et sentir la dignité et la joie même dans la lutte. Fiona Mutesi a réussi grâce au soutien de sa famille et surtout de son professeur d'échecs, incarné à l'écran par David Oyelowo, acteur d'origine nigériane. C'est une histoire porteuse d'espoir pour l'Afrique et en tant que descendant d'Africains, je pense qu'on ne voit pas assez d'histoires de ce genre au cinéma ou dans les médias. Donc je suis très fier de voir ce genre d'histoire portée par Disney. Le film, tourné en Ouganda, sera présenté à Kampala le mois prochain. Un rappel avant de vous quitter, dans notre chronique on en parle, demain soir on se penche sur les constructions des maisons en ville. Quel piège à éviter selon vous? Nous attendons vos conseils sur notre page Facebook. C'est la fin de cette édition, merci, à demain.